Premièrement, c'est le troisième dialogue de ce semestre. Ceux qui ont loupé les présentations de Chloé Jans sur la formation de l'opinion et les décisions politiques des personnes âgées et de Delphine Roulet-Schwab sur la violence envers les seniors peuvent bien sûr encore les consulter sur notre site Internet. Alors, je vous souhaite un dialogue intéressant et je passe la parole à notre modérateur Rainer Gabriel de la Haute École des Sciences appliquées de Zurich, qui va nous premièrement présenter notre invitée du jour, Madame Wana Chiobanu. Merci. Donc, aussi de ma part, je vous souhaite le bienvenue à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous accueillir, donc, comme Alex l'a dit, à cette troisième séance de notre série d'événements Dialogue à Mittag, Dialogue de midi. Je vous remercie d'avoir pris le temps de vous joindre à nous aujourd'hui. Mon nom est Rainer Gabriel. Moi, je suis professeur en gérontologie à la Haute École de Travail Social à Zurich. Et aujourd'hui, j'assumerai les rôles de modérateur et d'intervenant pour cette séance. J'ai donc le grand plaisir de vous présenter notre conférencière du jour, la professeure Oana Chiobanu. Elle occupe actuellement un poste à la Haute École de Travail Social et de la Santé à Lausanne. Ses recherches se concentrent sur la migration internationale et depuis un certain temps, elle se spécialise sur le vieillissement de la population migrante. D'où, un thème important dans ses recherches est le transnationalisme. Aujourd'hui, elle abordera précisément ces sujets, le vieillissement de la population migrante et le transnationalisme, en nous présentant les résultats de son dernier projet financé par le Fonds national suisse qui s'appelle TransAge. Avant de commencer, juste une précision sur le déroulement. Les présentations dureront environ 20 à 25 minutes, suivies d'une discussion. Pour toute question de compréhension, je vous invite à les poser immédiatement. Cependant, je vous invite à garder vos commentaires et questions générales pour la discussion après la présentation. Oana, c'est un grand plaisir que tu sois parmi nous et je te laisse maintenant la parole. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très contente de pouvoir présenter ma recherche et je vais maintenant partager l'écran. OK. Vous arrivez à voir bien ma présentation? Oui, on la voit, c'est super. Parfait. Donc oui, merci beaucoup pour cette opportunité de présenter ma recherche dans le contexte de ce séminaire de midi. Donc, comme ça a été déjà mentionné, je vais présenter un projet que je suis en train de finaliser et que je menais à l'Université de Genève et maintenant à la Haute École de Travail Social et de la Santé, Lausanne. Je n'ai pas fait ce projet de recherche toute seule. Je l'ai fait avec une équipe de recherche formée par mes collègues alphabétiquement. Yuna Dones, qui fait son doctorat au sein de ce projet. Madame Olga Ganjour, docteur en sociologie, qui est spécialiste des réseaux sociaux, et la docteure Sarah Ludwigdem, qui est spécialiste en méthode quantitative et aussi migration. Et c'est avec elle que j'ai fait ces différentes analyses et donc je vais vous présenter les différents résultats. Brièvement, la structure de la présentation d'aujourd'hui. Donc, je vais brièvement parler de la méthodologie de recherche et plus particulièrement, je vais vous présenter l'enquête TransAge. On a eu aussi une partie qualitative de notre projet, mais aujourd'hui, je vais me focaliser seulement sur les résultats quantitatifs. Et après, je vais vous présenter des résultats en lien avec trois aspects, les liens sociaux, l'inquiétude avec la pandémie due au COVID-19 et la satisfaction avec la vie. Dans ce projet de recherche, nous avons eu 4 populations d'études. Ces populations sont toutes des personnes âgées de 65 ans et plus.
On a interviewé des personnes âgées originaires de l'Italie du Sud en Suisse, donc ce qu'on appelle des migrants, migrantes internationales, des autochtones suisses, aussi de 65 ans et plus, des autochtones en Italie du Sud et des personnes âgées originaires de l'Italie du Sud, mais qui sont résidentes en Italie du Nord. Donc, ce qu'on peut appeler des migrants, migrantes internes. Pourquoi on voulait avoir ces populations? Parce qu'on voulait voir 3 populations qui sont socialisées en début de la vie, dans la jeunesse, dans le même espace, l'Italie du Sud, et qui après ont eu des parcours différents, qui sont restés en Italie du Sud, et on retrouve là, à l'âge de la retraite, des personnes qui ont eu une migration interne et respectivement des personnes qui ont vécu une migration internationale. Et après, 2 populations qu'on retrouve à l'âge de la retraite dans le même contexte en Suisse, les migrants internationaux et respectivement les Suisses. Dans la présentation d'aujourd'hui, je vais me focaliser seulement sur les premiers 3 groupes. C'est pourquoi j'ai mis en gris clair le dernier groupe. Donc, seulement les migrants internationaux, les autochtones suisses et seulement sur un résultat sur les autochtones en Italie du Sud. Comme vous voyez, c'est un groupe de migrants assez spécifique. C'est des personnes qui sont arrivées en moyenne il y a 50 ans et qui sont âgées sur place. Et c'est une population qui est arrivée après la chute, après la Deuxième Guerre mondiale, qui sont arrivés comme j'ai oublié le nom, désolé, comme des travailleurs migrants, des saisonniers, c'était ça le mot que je cherchais, pour des travaux en industrie, dans les constructions et dans le travail domestique. Donc, une population avec certaines caractéristiques bien précises et je vais me focaliser sur ça en quelques moments. Quelques mots sur l'enquête. On a récolté les données entre juin et novembre 2020. Comme vous pouvez voir, c'était vraiment, on voulait commencer la récolte de données en avril 2020. Il y avait le COVID, donc on a décidé de repousser la récolte de données pour l'été, quand il y a eu une baisse dans le nombre des cas de COVID. Et on a profité de ça pour introduire 2 questions sur le vécu de la pandémie, et je vais présenter ça plus en détail après. Le questionnaire a été traduit en français, italien et allemand. La récolte de données, ça a été faite par téléphone en Italie et questionnaire papier et en ligne en Suisse. Et parce qu'on voulait avoir un groupe hétérogène en ce qui concerne l'âge, donc on ne voulait pas avoir seulement des personnes jeunes, âgées, on a stratifié l'échantillon par âge et respectivement par genre. Donc on a un échantillon équilibré entre des personnes âgées de 65 ans jusqu'à 74 ans et de plus de 75 ans. En Suisse, on s'est focalisé sur 6 cantons, Zurich, Berne, Argovie, Tessin et Vaud, où il y a environ 70% de la migration italienne âgée en Suisse. Et on a obtenu en Suisse un échantillon de l'Office fédéral de la statistique. Et donc, on a contacté ces personnes. Je peux rentrer dans plus de détails si c'est intéressant pour vous. Et en final, on a eu une base de données de 3165 répondants et répondantes entre ces 4 populations, mais il y a des non-réponses pour certaines variables, donc en fonction des analyses, on a eu des échantillons plus petits. Maintenant, ici, vous pouvez voir en effet le flyer que nous avons préparé et envoyé aux participants à la recherche avec nos premiers résultats. C'est la première page du flyer. Et j'aimerais commencer avec quelques caractéristiques des données descriptives qui comparent d'un côté les migrants, les migrantes originaires de l'Italie du Sud en Suisse et de l'autre côté les autochtones suisses. Et je vais me focaliser sur ces 3 caractéristiques, l'éducation, joindre les 2 bouts et la santé subjective. Donc l'éducation, c'est assez clair, c'est le niveau de formation. Joindre les 2 bouts, c'est une variable. Donc, on pose la question aux personnes si c'est facile pour le ménage de joindre les 2 bouts à la fin du mois.
Normalement, quand on pose la question sur les revenus du ménage, il y a beaucoup de non-réponses. Les personnes sont un peu sensibles à donner des informations sur le niveau du revenu. Mais donc, ça, c'est une manière indirecte de poser cette question. Est-ce que c'est facile, difficile, pas difficile d'arriver à la fin du mois avec le revenu du ménage? Et la santé subjective, donc on demande aux personnes comment ils et elles évaluent leur santé. Et dans la littérature, c'est montré que c'est une très bonne variable, un très bon indicateur, en effet, aussi de la santé objective. Et qu'est-ce qu'on observe dans ce cas-là? Donc, en ce qui concerne l'éducation, on voit des différences très importantes. Pour commencer, entre les migrants et les autochtones suisses. Donc, 64% des migrants ont un bas niveau de formation, tandis que parmi les autochtones suisses, c'est le cas pour seulement 8-9% parmi les répondants. Et on observe aussi des importantes différences au niveau du genre. C'est le cas pour 55-56% des hommes migrants d'avoir un bas niveau de formation, mais c'est le cas pour 75% des femmes. On observe aussi des différences au niveau du genre entre les autochtones suisses, mais moins importantes. Donc, vous voyez, 5,4% parmi les hommes ont un bas niveau d'éducation, mais c'est le cas pour 13% des femmes. Bon, c'est plus que double, mais ce n'est pas la différence de 20% qui est dans le cas des hommes et femmes migrantes. En ce qui concerne le niveau moyen d'éducation, on voit que c'est 27% des migrants qui ont un moyen niveau de formation et c'est le double pour les autochtones suisses. Et aussi pour les personnes avec un haut niveau de formation, il s'agit de 9% parmi les migrants et beaucoup plus grand, 37% parmi les autochtones suisses. Donc, premièrement, on observe ces importantes différences au niveau de l'éducation, mais qui est expliquée par le type de migration. Comme j'ai dit, après la Deuxième Guerre mondiale, des saisonniers venus pour le travail en industrie, dans les constructions. On va maintenant parler de la deuxième caractéristique, de la deuxième variable, joindre les deux bouts à la fin du mois, donc les ressources financières. Et on observe que c'est difficile pour 30% parmi les migrants, tant que pour les natifs, les autochtones suisses, c'est le cas pour seulement 5%. Et ce qu'on voit, c'est que parmi les femmes migrantes, on voit des niveaux plus élevés. C'est plus difficile à joindre les bouts à la fin du mois que pour les hommes, tant que entre les hommes et les femmes autochtones suisses, il y a très peu de différence. Donc, en effet, le bas niveau d'éducation, où on voit qu'il y a plus de femmes suisses aussi, comme des femmes migrantes, qui ont un bas niveau de formation, mais pour les femmes suisses, ça ne se traduit pas, ça n'a pas un impact sur les difficultés financières. Et facile, c'est le cas. Donc, c'est facile à joindre les bouts pour environ 25% des migrants, mais c'est pour 62-63% des autochtones suisses que c'est facile à joindre les bouts à la fin du mois. Et avec une très petite différence entre les hommes et femmes, tant que pour les migrants, il y a quand même une différence de 8%. Et finalement, vous voyez la santé subjective. Donc, en bonne santé, il y a environ 46% des migrants, tant que c'est le cas pour 75% des autochtones suisses. Et aussi avec des importantes différences entre les hommes et les femmes suisses. Donc, on voit que c'est 52% des hommes sont en bonne santé, mais c'est le cas pour 39% des femmes. Mais il n'y a pas de différence entre les hommes et femmes autochtones, très petite. Et être en mauvaise santé, c'est le cas pour 8% parmi les migrants et seulement 3,5% parmi les autochtones suisses. Donc, je voulais vous présenter ces différences pour voir, en effet, au niveau descriptif, quelle est la situation entre les migrants et les autochtones suisses arrivés à l'âge de la retraite. Et maintenant, je vais me focaliser sur des résultats un peu plus poussés
Et je vais vous présenter donc ces 3 publications que j'ai fait avec mes collègues ou que seulement ma collègue Yuna Dones a fait toute seule au sein du projet. Donc, un premier résultat, ça porte sur les contacts coupés ou une cohésion intensifiée. Et en effet, donc, on s'est posé la question pendant le semi-confinement dû au COVID-19. Dans la littérature, on parle beaucoup pour les migrants de familles transnationales, du fait qu'ils font famille à distance. Donc, c'est très souvent que les migrants ont des contacts à travers les nouvelles technologies, Skype, WhatsApp, etc. Et ils maintiennent le contact avec la famille et les amis à distance. Donc, on s'est dit, dans une situation de semi-confinement, quand tout le monde était dans cette situation de faire famille à distance, possiblement, les migrants sont dans une situation privilégiée. Et je vais vous présenter ça plus en détail. Après, vu qu'on a dû retarder notre questionnaire, notre enquête due au COVID, on s'est dit, oui, on va profiter de ça, on va poser une question sur l'inquiétude avec la pandémie 19. Et je vais vous présenter des résultats de ces analyses. Et finalement, Yuna Dones, elle s'est posé la question, quelles sont les différences de satisfaction avec la vie entre les migrants italiens, les Italiens qui sont restés dans le pays d'origine et les autochtones suisses? Qui va mieux? Est-ce qu'en effet, la migration, ça a payé? Donc, contact coupé ou cohésion intensifiée. Donc, la question qu'on s'est posée, c'était comment est-ce que les personnes âgées issues de la migration et les autochtones en Suisse ont maintenu les contacts sociaux à distance pendant le semi-confinement dû à la pandémie de COVID-19. Et donc, on a inséré une question, on a posé aux personnes, est-ce que pendant le semi-confinement en Suisse, vous avez eu la même fréquence de contact avec la famille et les amis, moins de contacts ou plus de contacts? Et on observe que les Italiens de Sud en Suisse, ils ont eu la même fréquence de contact, 7% parmi eux, que c'est le double parmi les Suisses qui ont maintenu la même fréquence de contact. Après, on observe que dans tous les 2 groupes, il y a eu moins de contacts. Cependant, pour les migrants de l'Italie du Sud, ils ont été beaucoup plus à reporter moins de contacts. 87% contre 77%. Donc, plus de personnes ont vécu une forme de diminution du contact. Cependant, les migrants italiens ont été dans des situations un peu plus difficiles. Et après, on a fait cette hypothèse sur l'utilisation de l'Internet. Et en effet, on a posé la question si les personnes utilisent l'Internet. 22% des autochtones suisses n'utilisent pas l'Internet, mais c'est plus que le double pour les migrants et migrantes. C'est 47%. Donc, une grande partie des migrants ne l'utilisent pas. Et ceux qui l'utilisent, parmi les personnes qui l'utilisent, 10,7% des migrants et migrantes ne l'utilisent jamais pour communiquer avec leurs amis et leurs familles. Et c'est le cas pour seulement 3,4% des autochtones suisses. Donc, à nouveau, on voit que donc, les migrants, ils n'utilisent pas les nouvelles technologies et beaucoup parmi eux ne font famille à distance, comme on s'est montré dans la littérature. Et je vais revenir plus tard dans les conclusions. Je pense que vous avez plus que moi sur la digitalisation, vieillissement et migration. Après, comme je vous ai dit, on s'est posé la question, quels sont les niveaux d'inquiétude avec la pandémie de COVID entre les migrants et les autochtones en Suisse? Et ici, vous pouvez voir un graphique avec donc les niveaux d'inquiétude. Et on voit que les migrants internationaux, donc les Italiens de l'Italie du Sud en Suisse, ils ont un niveau d'inquiétude de 7,46. Le niveau d'inquiétude est parmi les migrants internes de l'Italie du Sud vers l'Italie du Nord, c'est de 7,25.
Et les natifs, les Italiens en Italie du Sud, le niveau est 7,4. Donc, ils sont au même niveau, tant que les Suisses en Suisse, ils ont un niveau beaucoup plus bas. Ils sont à 5,65 comme niveau d'inquiétude avec la pandémie de COVID. Donc, on s'est posé la question, qu'est-ce que ça explique cette différence? Et dans la suite des analyses, on se focalise seulement sur les résidents âgés en Suisse parce que donc c'est le même contexte dans lequel ils ont vécu le semi-confinement. Donc, on a posé la question, quels sont les facteurs qui expliquent la différence d'inquiétude entre les migrants et les autochtones en Suisse? Nous avons regardé des variables sociodémographiques comme âge, sexe, santé, bonheur, situation financière, le niveau de formation, la situation familiale, le canton de résidence et la religiosité. Et nous avons aussi regardé la situation avec le COVID-19 au moment de l'enquête. Je peux revenir sur la manière comme on a mesuré cette situation avec le COVID-19. Mais ce qu'on a observé, c'est le fait que ces variables ne permettent pas d'expliquer complètement la différence en inquiétude entre ces deux groupes. Donc, après, on s'est posé la question, quoi d'autre pourrait expliquer cette différence? Et une spécificité des migrants, ce que c'est dans le titre de ma présentation, c'est ce transnationalisme. Donc, nous avons mesuré le transnationalisme avec environ 11 variables, que ce soit être en contact avec la famille, avoir la nationalité du pays d'origine, voter dans les élections, dans les dernières élections, avoir fait des visites dans le pays d'origine, et d'autres variables, avoir une propriété, etc. Donc, plusieurs variables sur les liens que les migrants peuvent avoir avec le pays d'origine. Et nous avons créé 3 catégories du transnationalisme. Un transnationalisme passif, donc oui, les personnes parlent la langue, ils ont encore la nationalité, mais c'est un transnationalisme un peu à distance. Ils regardent les news en italien, mais il y a moins de liens actifs. Donc, on a aussi la catégorie des transnationaux actifs qui vont faire plus de visites, etc. Et après, on avait une 3e catégorie, ceux qui sont un peu détachés du pays d'origine. Donc, qui ont pris la nationalité suisse, même certains qui n'ont pas la nationalité italienne plus. Donc, ils sont détachés du pays d'origine. Et ce qu'on a observé, c'est que donc, ceux qui sont actifs ou passifs, mais qui ont des liens avec l'Italie, continuent à être inquiets, ont des hauts niveaux d'inquiétude, tant que ceux qui sont détachés, ils ont moins de niveau d'inquiétude. Donc, le transnationalisme explique un peu cette différence avec l'inquiétude, avec la pandémie de COVID-19, même si ça n'explique pas en totalité ou une grande partie. Oui, donc ça, c'est un autre résultat de notre recherche. Et finalement, le 3e résultat que je voudrais partager avec vous, ça fait référence à la satisfaction avec la vie parmi les migrants, les Italiens en Italie du Sud et les autochtones suisses. Et donc, comme j'ai mentionné, c'est un papier de ma collègue Yuna Dones. Donc, ce qu'on observe, c'est que les niveaux moyens de satisfaction avec la vie des migrants et migrantes sont inférieurs à ceux des autochtones suisses. Et cette différence est entièrement influencée par les variables sociodémographiques, comme le niveau de formation, les revenus, etc. Donc, on observe que les personnes avec un plus bas niveau de formation, que ce soit suisse ou migrants, ils ont un niveau plus bas de satisfaction avec la vie. Et dans la littérature, on dit normalement, il y a des études qui montrent que les migrants sont plus satisfaits avec la vie que les personnes qui sont restées dans le pays d'origine. Mais dans notre recherche, on observe que les migrants se déclarent moins satisfaits de leur vie que les autochtones italiens. Et cette différence s'estompe lorsque nous contrôlons pour les caractéristiques sociodémographiques.
Donc, ces caractéristiques, le niveau de formation, le niveau du revenu, ils vont capter cette différence dans la satisfaction avec la vie. Et après, on s'est posé la question, Yuna s'est posé la question, quels sont les facteurs qui influencent la satisfaction avec la vie pendant la vieillesse? Et on a observé qu'être en bonne santé, pouvoir joindre les bouts à la fin du mois, et sont positivement associés avec la satisfaction. Donc, plus on est en bonne santé, plus on a un niveau élevé de satisfaction avec la vie. Plus on est capable de joindre les bouts, plus on est satisfait avec la vie. Tant qu'avoir vécu de l'agisme, donc une discrimination fondée sur âge, est négativement lié à la satisfaction avec la vie. Et après, on observe aussi que le fait d'avoir un partenaire qui est un partenaire est positivement corrélé avec la satisfaction pour les autochtones suisses, mais pas pour les autres groupes. Et la religiosité est positivement corrélée avec la satisfaction seulement pour les autochtones italiens, mais pas pour les autres groupes. Donc, j'arrive à la conclusion et les pistes de discussion. Donc, comme j'ai mentionné, je me suis focalisée sur un groupe de migrants qui sont en Suisse depuis environ 50 ans. Cependant, ils sont toujours une population avec un risque plus important de vulnérabilité. Donc, c'est une population que le moment de l'arrivée, comme on sait de la littérature, de la presse, il y avait des contrôles médicaux, donc c'était une population, si on peut dire, en bonne santé qui est venue pour travailler. Et on voit que sur le long terme, on voit une péjoration de la santé plus importante que pour les autochtones suisses et aussi des bas revenus, donc ce qu'on peut appeler un cumul de vulnérabilité, ce qui se traduit dans une plus basse satisfaction avec la vie à l'âge de la retraite, après l'âge de la retraite. Donc, c'est une population qui a un risque de vulnérabilité. Et après, j'ai mentionné ce lien entre digitalisation, migration et vieillissement. On sait que toute la partie administrative de notre vie, il y a une importante digitalisation, donc on fait tous ces aspects administratifs en ligne. Déjà, c'est difficile pour la population âgée en général, mais c'est d'autant plus difficile pour la population âgée avec un background migratoire. Donc, la question que je voudrais vous poser et discuter avec vous est quel travail social avec des populations âgées migrantes, tout en sachant que ma présentation se focalise sur un groupe très ciblé, très clair, des migrants âgés, mais en effet, il s'agit d'une population très hétérogène. Donc, moi, j'ai parlé des personnes qui sont arrivées dans une certaine génération, dans certains pays, même régions, mais tout en sachant que c'est une population très hétérogène en termes des pays d'origine, des flux de migration, d'âge à laquelle ils sont arrivés et donc durée de résidence en Suisse, etc. Bon, ici, donc, ils sont les références pour les différentes publications que je vous ai présentées. Je voulais faire un peu de pub aux éditions HETSL. Donc, à ce lien, vous pouvez trouver plus d'informations sur les différentes publications, que ce soit sur les personnes âgées, mais pas seulement. Donc, le défi de l'accompagnement des personnes âgées en institution et les autres publications, vous pouvez les trouver en ligne. Et je vous remercie de votre attention et je me réjouis de discuter avec vous par la suite.